collègue qui n'a pas eu le temps de s'inscrire et voulait savoir s'il pouvait se connecter ou pas. Ah ben sans problème, sans Ok, problème. Donc, super, je partage non, le lien. il peut sans problème. Donc, Philippe Cavalli, vous l'aurez compris, Master Black Belt pour The Lean Six Sigma Company. Alors moi, j'ai un parcours qui est très orienté aéronautique, puisque j'ai commencé par l'armée, militaire. Ensuite, quelques 7 ou 8 ans après, je suis rentré chez Air France à la maintenance des avions, où j'étais surtout technicien pour une partie de ma carrière. Et ensuite, après reprise d'études, je me suis orienté vers l'organisation. Euh, j'ai fait un master 2 en management de la qualité, euh, parce que là aussi, bah, il y avait des choses à faire, notamment la maintenance aéronautique coûte cher. Ne pas maîtriser ce que l'on fait vient à dépenser beaucoup d'argent pour entretenir les avions. Et donc, j'ai à peu près fait ouais, une trentaine, 35 ans chez Air France, avec pour moitié en tant que technicien et la seconde moitié en tant que responsable qualité, où j'ai également mis en place département pour mettre du Lean Six Sigma dans l'entreprise. Donc, vous imaginez bien un peu la taille. Il a bien fallu commencer et on a commencé par la partie maintenance aéro chez Air France. Et puis, bah, j'ai quitté maintenant Air France depuis 4 ans pour continuer avec un petit cabinet de conseil que j'avais débuté en parallèle pour là aussi très orienté entreprise aéronautique. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va démarrer la présentation. Là aussi, hein, si il y a des choses que vous ne comprenez pas pendant la présentation, n'hésitez pas, on arrête, on prend le temps d'expliquer. C'est important que vous puissiez repartir avec quelques éléments. Alors, on va voir qu'est-ce que le Lean et le Six Sigma. Nathalie, ce sera un plaisir de vous présenter l'entreprise, The Lean Six Sigma. Moi, je vous présenterai le TIF, hein, le Total Improvement, pardon. J'ai un bug, ça va se débugger. Voilà. Pour Ça, l'instant, on ne voit pas ta présentation, Philippe. Je ne sais pas si tu partages, mais on ne la voit pas pour l'instant. ah, Moi, je vois. bah ouais. Tu la vois? Ah, donc alors Ouais, attends, c'est peut-être en haut, en haut de l'écran, tu as ouais, Ouais, ouais. je un déplace. onglet, Hmm. où il y a le partage d'écran. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon. C'est bon, parfait, je l'ai. Bon. Et bon, alors, soyez pas sur. Ah, j'ai quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Je laisse rentrer. Vous inquiétez pas si des fois les slides sont bons. Je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai un mouvement de souris, tendance à changer de slide. Donc en trois, qui on accueille? Je ne sais pas si Ted, c'est ça? Bienvenue. Je ne sais pas si tu nous entends et si tu vois l'écran. Parfait, on te voit. On t'entend pas encore, mais tu peux. Voilà. Et donc en trois, je vous parlerai un peu de l'organisation avec calé sur tout le dispositif Lean Six Sigma, avec un exemple de déploiement, et puis on aura une phase questions-réponses. Alors, on va ce soir parler de Lean et de Six Sigma, deux outils qui sont complémentaires. Il y a quelques années, hein, quand on a débuté
le Lean Six Sigma finalement chez Air France. Donc, c'était dans les années 90. On est allé chercher ce qui se faisait à l'époque. Et ce qui se faisait à l'époque, c'était surtout du Six Sigma. Et on ne parlait pas trop de Lean. Le Lean, il est arrivé aux entreprises une dizaine d'années après. Et donc le Six Sigma, on a l'occasion d'en reparler, mais ça a débuté chez Motorola et General Electric, chez IBM également. Et c'est surtout quand il y a eu les premières fabrications de PC que les entreprises de fabrication ont été chercher du Six Sigma pour réduire un maximum les gaspillages et puis les non-conformités en sortie de chaîne. Le Lean est arrivé dizaine d'années après, surtout issu du TPS, hein, pour Toyota Production System. Euh, pour la petite histoire, effectivement, Toyota n'a pas beaucoup fait de publicité autour de cet outil. C'est surtout Womack and Jones, deux universitaires qui ont, ont regroupé un peu tous les outils qui étaient utilisés, notamment ce que faisait Toyota pour publier un livre et puis voilà, petit à petit, ils se sont fait connaître comme ça. Alors, pour moi, j'ai pour habitude de définir le Lean comme un ensemble de principes, de méthodes et d'outils qui permettent de rechercher et d'installer l'efficience. Efficience, l'efficacité à moindre coût. On peut être très efficace, mais si l'entrepreneur ou l'entreprise grignote la marge, bon, ce n'est pas une solution. Il livre le client, mais voilà, il ne gagne pas d'argent. L'efficience, c'est vraiment être efficace et en maîtrisant les coûts. Ça permet derrière d'obtenir une performance. La performance, c'est quoi? Ben, c'est de maîtriser la qualité, le coût et les délais par rapport à un client. Pardon, je reviens. C'est juste mon problème de... Là, vous ne voyez plus la présentation. Non. Non, ouais. J'ai perdu la présentation. J'avais retrouvé la présentation. Alors, il se passe quoi? Où est ma présentation? Je suis désolé. Pas de souci. Alors, pourquoi j'ai ça? Bon, raconte-nous une belle histoire, Nathalie. Ou une chanson. Tu Écoute, peux faire une chanson le temps que je récupère. non, tu es en train d'enregistrer, alors non. Ah, je Par peux, contre, je peux me présenter. Ah ben ah bah, vas-y, allez, Sébastien. très Bah bien. oui, c'est Ok. vrai. Mm. Sébastien Cavalli, donc le frère de Philippe. Je suis technicien de maintenance chez Enedis. Donc Enedis, c'est le distributeur d'énergie en France, issu du groupe EDF. Je suis rentré dans le groupe EDF en 91. Mon métier de technicien de maintenance, c'est de mettre en place toutes les compétences, tous les outils et toute l'expérience pour assumer une fourniture d'énergie 24 heures sur 24 par tous les temps pour tout le monde et avec la même équité. Dans une partie de mon métier, il y a toute la partie innovation. Donc, dans mes missions, il y a l'innovation qui a toujours été dans l'entreprise, hein. Au début, on appelait ça les ingénieurs à Saclay. Donc, on avait la puissance d'ingénieurs du groupe EDF qui était à Saclay. Et au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, ben, ils ont commencé à faire de la boucle courte parce qu'avant, il fallait remonter les innovations à Paris. Ça moulinait pendant 6 mois, un an. Et quand ça redescendait avec une solution, ben, nous, on avait déjà on avait déjà adapté un local pour avoir une solution le lundi matin après un week-end compliqué. Donc, ils ont totalement remis en cause le process d'innovation chez nous. Donc, ils ont délégué ça en local. Donc, dans mes missions, j'ai de l'innovation.
Ça va de changement de process, changement d'outils, amélioration des conditions de tout ce qui est la pédagogie pour transmission avec les jeunes, euh, faire remonter les irritants, trouver en boucle courte comment l'améliorer sans trop dépenser d'argent, donc comment être le plus efficace possible. Et surtout, là, on est en pleine période on voit arriver beaucoup de data scientists parce que chez Enedis, on est le plus gros collecteur de data quotidienne avec les compteurs Linky. Donc pour nous, c'est pas que compter de l'énergie, hein. C'est comme si on avait un technicien réparti sur tout le territoire. Et ça nous permet tous les jours de remonter de la data. Et autant avant, on faisait du préventif, on en arrive à un point de faire du prédictif. C'est-à-dire qu'on est capable, avec des datas, d'anticiper une future panne qui pourrait arriver parce que on apprend au fur et à mesure en disant ah, on a déjà vu ce genre de data remonter. Donc on est en plein dedans. Ouais, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que vous voyez de nouveau la présentation? Oui, 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 Ah, ouais, c'est bon. merci. Et là, on est en plein dans le IoT, là, les objets connectés. Ça fait des années qu'on leur demande d'aller poser des capteurs sur le terrain. Jusqu'à présent, c'est nous qui allions à l'autre bout du territoire pour prendre des mesures. Et aujourd'hui, on est en capacité de faire l'inverse. C'est-à-dire que depuis le bureau, on est capable de remonter de la data. Alors, on en remonte beaucoup. Le tout, c'est de qu'est-ce qu'on analyse, comment on l'analyse et qu'est-ce qu'on en tire comme levier pour améliorer tous les irritants qu'on a tous les jours. D'où ta Parce- d'accord. présence ce soir ouais. pour venir voir un peu ce qu'on fait en Lean Six Sigma. Alors, j'ai appris il y a un mois que j'avais un de mes managers qui était Six Sigma, hein, depuis Ah, quasi un an, mais on ne le savait pas. Donc, je vais aller discuter un peu pour lui dire vas-y, maintenant, en avant, quoi. En ça avant. marche. Ouais, Bien, ouais. merci Sébastien. Donc j'en étais à l'efficience et puis obtenir la performance et de maîtriser la qualité et coût les délais. Et puis atteindre l'excellence, c'est mettre en plus de l'amélioration continue au quotidien pour en créer de la durabilité dans l'entreprise. Les enjeux pour l'entreprise de ces outils Lean et Six Sigma, on verra parce que c'est très orienté, c'est le Lean qui le permet, et c'est la volonté également de chez Toyota, hein, c'est très centré salarié de l'entreprise, les compétences. Donc, c'est de monter en compétences et de donner de l'autonomie aux équipes et aux équipiers, ça c'est important. Simplifier l'organisation et le fonctionnement, ça aussi, on verra avec quelques outils. Le nous permettra, bien évidemment, une fois qu'on aura simplifié les process, de pouvoir les digitaliser. Je vois trop d'entreprises qui digitalisent sur des processus non maîtrisés. Bon, ils dépensent beaucoup d'argent pour des résultats médiocres. Ça permet de maîtriser les coûts, c'est pas rien. Et puis, ça permet derrière de se développer, bien évidemment. Obtenir une efficience durable, c'est garantir la pérennité de l'entreprise. Alors, je le présente comme ça, vous le verrez peut-être présenté différemment, mais je trouve que c'est important de comprendre pourquoi ça doit fonctionner dans ce sens et pourquoi ça réussit si on les prend chronologiquement. Premier axe, c'est de se comprendre, mieux communiquer dans l'équipe, dans l'entreprise. Deux, c'est comprendre nos process. Et on verra, il y a deux solutions pour y arriver. C'est un, déjà de les modéliser. Deux, de les simplifier. Et on verra parce qu'on les modélise, on arrive à les simplifier. Et puis, c'est d'apprendre également, hein, toujours marquerai sur les trois actions, apprendre à réaliser des process simples et efficients. Pourquoi apprendre? Parce que c'est tous ensemble que on va réussir à mieux faire fonctionner les processus. Et puis en trois, c'est de traiter nos problématiques durablement. Je
vois trop souvent les problèmes mis de côté en se disant, bah, quand j'aurai le temps, bah, je vais les traiter. Et puis finalement, on n'a jamais le temps et on les traite jamais. Moi, j'ai vu des entreprises de fabrication de pièces aéronautiques, ça coûte cher, avoir des rebuts, dire, bon, on les met de côté et puis on prendra le temps après de les corriger. Et finalement, un an après, le patron a mis tout ça à la benne parce que, il n'y a jamais le temps de travailler. Donc, c'est important de traiter au fil de l'eau les problèmes que l'on rencontre sur nos process. Et puis là aussi, ben, c'est grâce au Lean, c'est comment finalement j'arrive à traiter les problèmes au fil de l'eau systématiquement. Mieux se comprendre, mieux communiquer. Je vous ai mis cette petite vidéo parce que vous imaginez bien que pour faire tourner un bateau en course comme ça, il faut que chaque équipier sache ce que son collègue fait. C'est un peu l'idée. Se comprendre, alors je vous présente quelques outils, et notamment deux outils principaux qui sont les briefings quotidiens. Et j'y reviendrai en fin de présentation, vous verrez l'organisation complète d'une entreprise, avec des briefings, enfin des points très courts, hein. C'est du 5 minutes en interservice et c'est du point 15 minutes d'interservice. Il faut que ça soit très court. Déjà, c'est du stand-up meeting. Enfin, ça se passe debout, parce que généralement, au bout de 15 minutes debout, on en a un peu marre. Donc voilà, ça permet de pas rester assis autour d'une table pendant une heure. Et donc ça, c'est important. Et pour nous aider, généralement, ça se passe devant ce qu'on appelle du management visuel. C'est d'afficher finalement tout ce qu'on fait au quotidien, hein, que ce soit la charge, que ce soit là aussi lister les problèmes. Et ça permet tous les jours de revoir ces charges et ces problèmes. Alors, pourquoi j'ai noté en dessous en exemple tout ce qui est pilote, les personnels navigants commerciaux, la maintenance, parce qu'on est extrêmement contraint par la réglementation aéronautique et ça nous oblige à avoir ces briefings, ce management visuel. Et ce qui est malheureux, et moi je l'ai même constaté à Air France, c'est que sortis de ces métiers qui sont très contraints par l'aéronautique, enfin, par la réglementation aéronautique, ben, on n'applique pas ces systèmes et ces outils. Or, voilà, ça donne très bons résultats. Les gains de travailler de cette façon, c'est de réduire le nombre de mails. Si, quand je vois le nombre, enfin, d'heures au carré qu'on passe à traiter les mails, c'est hallucinant. Faire circuler l'information en moins de 24 heures. C'est-à-dire que si vous posez une question le lundi, le lendemain matin au briefing, vous avez la réponse ou de moins l'action qui va vous emmener à la réponse. Le management visuel, c'est de rendre visibles les données. C'est beaucoup plus compréhensible. Quand vous êtes devant un planning, toute l'équipe est devant un planning prévisionnel de la semaine, du mois, ben voilà, on visualise ce dont on parle. On partage également, puisqu'on est tous autour de ce management visuel, le même niveau d'information et la même compréhension. Et si on ne comprend pas, on peut poser des questions. C'est vraiment du direct, du live. Deuxième phase, c'est comprendre nos processus. Euh, c'est en cinq, il y a 5 étapes hein, pour à les comprendre. Euh, c'est déjà de les mettre en dessin, de les dessiner, de les modéliser. Donc là, pourquoi modéliser? Ben, c'est du visuel, ça permet de les partager. Et quand on partage schéma, des logigrammes, ben, tout le monde comprend la même chose. Et dès qu'on a une action qui a un impact sur un process, tout le monde comprend la même chose au même moment. Euh,
Ça permet également de mettre de la mesure sur les process. On verra si on a le temps de développer un peu, mais c'est un bon moyen de mettre de la mesure. Là aussi, la mesure, c'est incontournable. C'est, j'allais dire, un langage universel. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. C'est en fonction de ce qu'on va comprendre et interpréter, la valeur ne va pas être la même. Par contre, si je vous dis, ben voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé 12 heures, c'est beaucoup plus factuel. Et tout le monde comprend la même chose. Donc, le langage universel qu'on utilise en ligne et en Six Sigma, c'est la mesure, ce sont les chiffres. Et ça, c'est incontournable si on veut pouvoir améliorer les process. Derrière, là, il y aura bien évidemment une surveillance, on en reparlera en Six Sigma. Vous mettez des choses en place, mais ce n'est pas du one shot. Il faut mettre les outils qui vont vous permettre de surveiller en permanence comment fonctionne votre processus. Et puis, bien évidemment, avec des indicateurs qui vont vous permettre justement de surveiller les processus et d'avoir des actions correctives. Comprendre les process, c'est modéliser ce qu'on fait, c'est rechercher les causes de gaspillage. Alors, vous avez tous peut-être entendu parler des gaspillages en ligne, hein, les fameux 7 ou 8 gaspillages en fonction de ce qu'on peut trouver sur Internet. Il y en a réellement 8 gaspillages que parce qu'on aura modélisé ce que l'on fait, on aura modélisé nos étapes, nos processus, que l'on pourra visualiser où sont situées, hein, géolocaliser les causes des gaspillages. Ça va nous permettre de simplifier nos process parce qu'une fois qu'on aura identifié là où sont les problèmes, enfin les causes des problèmes, où ces causes sont géolocalisées dans l'ensemble du processus, ça va nous permettre de simplifier, bien évidemment. Donc, vous voyez que ce que je vous expliquais tout à l'heure pour digitaliser un process, si vous ne passez pas par cette phase de modélisation et de simplification, bah, vous aurez un process qui ne fonctionnera pas mieux, même avec la digitalisation. Et là, on va pouvoir rechercher l'efficience et bien évidemment viser l'excellence. Simplifier, pardon, les process, hein, je parlais de gaspillage. Ici, je vous présente les 8 gaspillages que l'on peut trouver dans un processus. Les défauts, bien évidemment. La surproduction, c'est de faire des choses qui ne sont pas prévues. Et si on n'a pas un client pour acheter, bah, surproduction va rester sur les étagères. Faire des choses qui ne sont pas prévues dans le process également, hein, un peu trop. De peur de, on fait des contrôles, on demande au client. Or, c'est pas du tout prévu. Et puis, le process, s'il est maîtrisé, on n'a pas besoin. La surqualification, j'explique toujours, bah, c'est comme si vous aviez un commandant de bord qui passe la moitié de son temps à faire des photocopies. C'est- je vois trop souvent des directeurs de production, par exemple, hein, qui bougent des pièces, bougent des caisses, vont aider à droite, à gauche, etc. Ça ne me choque pas dans la mesure où ça reste exceptionnel. Si on constate ça tous les jours, c'est que déjà, on paye quelqu'un qui ne fait pas son boulot parce que son, son, son- son job, c'est plutôt de regarder pourquoi lui est obligé d'aller filer un coup de main à droite, à gauche. Euh, on a également tout ce qui est stock et en cours, hein, des stocks de pièces, des stocks de matières. C'est de l'argent qu'on a décaissé. Et tant que ce n'est pas transformé et vendu, ben, voilà, on n'a pas d'argent. C'est de l'argent qui est sorti. Là aussi, le Lean nous permet de réduire ces stocks et les encours également. Les temps de transport, ben, là aussi, alors quelquefois, on ne peut pas faire autrement, hein, mais passer sa vie à transporter des caisses ou des pièces, c'est pas non plus très valorisant. Les pertes de temps. Il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, les déplacements également hein, de personnes. À ce stade, j'ai une question à votre avis. Euh, Dans un processus non maîtrisé, donc on a des actions à valeur ajoutée hein, qui réellement donnent une valeur au produit, et puis on a des actions à non valeur ajoutée.
quelle est en pourcentage, à votre avis, la part de tâches ou d'étapes à valeur ajoutée et d'étapes à non valeur ajoutée? Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce que ça représente? Vous allez comprendre pourquoi on doit bosser, enfin, on utilise ces outils Lean. Personne n'a une idée de ce que ça représente? Ben, je vais vous le dire. C'est 80% de non-valeur ajoutée. Dans un processus non maîtrisé, ben, vous allez avoir des tâches, des étapes qui vont représenter 20% d'étapes où on met de la valeur, transformer, je sais pas, vous fabriquez une baguette de pain, tout ce qui est valeur ajoutée, c'est ben, le pétrissage, la pâte lève, le découpage en baguette, la cuisson, etc. Tout ça, c'est une valeur ajoutée. Mais si on prend le process complet client-client, ben, là-dedans, il y a des temps d'attente, des gaspillages, etc. Et ça représente 80%, ce qui est énorme, d'où l'intérêt d'aller étudier ces process, de les modéliser. Donc on a les outils pour faire ça, hein, pour ceux qui ont déjà peut-être qui sont passés par des formations Lean. C'est la fameuse cartographie des valeurs ajoutées, la VSM, la Value Stream Mapping. Le fait de modéliser les process nous permet également, voilà, ben, c'est un petit exercice hein, que j'ai pris pour vendre des pizzas, euh, enfin d'écrire ou de dessiner toutes les étapes, mais également de pouvoir mettre des temps sur ces étapes, de mettre des temps inter-étapes. Vous voyez que là, on rentre dans la mesure. Hein, je vous parlerai du DMAIC tout à l'heure hein, pour le Define, Measure, Analyze, Improve et puis Control, les 5 phases que l'on trouve en ligne et en Six Sigma. Je vous disais tout à l'heure, c'est incontournable et en s'appuyant sur du factuel, c'est la mesure. Et là, on comprend beaucoup mieux un processus quand on fait ce travail de décortiquage, de mettre des temps, même si c'est à la louche. On a fait le travail. Et puis derrière, bah, ça nous permet également d'aller chercher. Vous voyez, ça, il y a très peu d'écoles qui vous l'expliquent, qu'on peut aller chercher même les bonnes compétences. C'est-à-dire que je prends la vente des pizzas, parce que généralement, le pizzaiolo, il commence tout seul avec sa camionnette. Hein. Et puis, bah, il fait de la qualité au niveau de ses produits. Il y a des files d'attente devant la camionnette. Bah, il va falloir qu'il se fasse aider. Donc, est-ce qu'on va aller chercher un deuxième pizzaiolo? Bah, ça va être un peu riche. Par contre, il peut trouver quelqu'un qui va lui livrer les pizzas, qui va lui emballer, qui va lui préparer, réceptionner les commandes, etc. Donc, voilà comment lorsque vous avez besoin d'une ressource supplémentaire, quand vous avez fait ce travail de décortiquage, ben, vous savez réellement quelles compétences aller chercher. Pardon. Euh, donc, les gains de cette phase de comprendre nos processus, hein, je vous l'ai mis, voilà, travailler sur les non-valeurs ajoutées, parce que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Généralement, les valeurs ajoutées, les tâches à valeur ajoutée sont faites par les opérationnels, par les salariés de l'entreprise, et les 80% de non-valeur ajoutée, c'est de la désorganisation. Il faut être très clair. Bien souvent, dans les entreprises, je vois trop souvent, ben, on va essayer de faire accélérer les acteurs pour qu'ils produisent plus, mais finalement, on va augmenter de pas grand-chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien de fouetter un opérateur qui va attendre pendant une demi-heure devant un magasin pour avoir des pièces détachées ou pour avoir des outillages. Voilà l'exemple que j'ai pu constater à plusieurs reprises. Donc, travailler d'abord sur la priorité. La priorité, c'est la désorganisation. Ça permet de maîtriser ce que l'on fait, et ça, c'est pas un luxe. Réduire les défauts, faire le bon du premier coup. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote quand même, parce que j'ai accompagné une entreprise de fabrication de matériel aéronautique et de réparation. Et ils avaient ce slogan, justement. Ils étaient fiers d'afficher, ouais, on veut être les meilleurs, on veut être dans nos opérations, on veut être bon du premier coup. Et puis, ils ne comprenaient pas parce qu'il y avait
Il y avait un secteur de réparation où bah, quelquefois les pièces étaient réparées en 24 heures et des fois ils mettaient 15 jours. Et puis on s'est rendu compte en creusant justement, en modélisant un peu ce qu'ils faisaient, qu'il y avait une étape de soudage, alors, étape qui était décomposée en plusieurs étapes, sous-étapes. Et puis en allant échanger avec l'opérateur, il nous dit bah, quand ma soudure est pas bonne, bah, je la refais. Mais tu peux la refaire combien de fois? Bah, il nous dit des fois ça arrive, je la fais 6 ou 7 fois. Et néanmoins, il considérait ça comme bon du premier coup. Bon, vous voyez un peu, des fois il faut aller chercher très loin, hein, la cause qui fait que ben, on n'était pas, enfin on avait une grande variabilité de sortie du processus. Ça permet également, une fois qu'on a maîtrisé nos process, c'est de réduire les contrôles. J'ai beaucoup d'entreprises avec ils font des contrôles systématiquement de toutes les pièces en sortie et j'en ai connu. Euh, bah, on paye des gens à faire des contrôles pièce à pièce. Enfin, c'est une folie au niveau coût. Donc là, il y a deux solutions, c'est de faire du contrôle constamment, hein, tout au long du processus, pour s'assurer que ben voilà, ce qu'on produit, on produit bon du premier coup. Avec cet outil, on permet de réduire les temps de réalisation de 25 à 50%. C'est pas là aussi non négligeable. Ça permet également de réduire la documentation. Parce que la documentation, c'est un gros pavé aussi où on a écrit des choses un jour et puis c'est jamais revu. Et ça, enfin, c'est jamais revu. Si, c'est revu, mais on se pose jamais la question, mais finalement, ça sert à quoi? Donc avec l'informatique, on avait une bonne solution également pour aller voir si la documentation était réellement lue. Regardez le nombre de clics. Quand sur 3 ans, vous avez personne qui a été voir les documents, bah, vous pouvez les mettre à la poubelle. C'est deux documents qui ne servent à rien. Ça permet également de gagner en surface, hein, et puis si on a le temps, on parlera un peu de 5S, de 25 à 50% là aussi. En 3, traiter nos problèmes durablement. Alors peut-être que vous allez vous poser la question, mais pourquoi pas traiter les problèmes avant de simplifier les processus? Mais finalement, en simplifiant les processus, on supprime également certains problèmes que l'on avait sur des actions qui servaient à rien, qui généraient des problèmes. Le fait d'enlever ces étapes, ben, ça enlève les problèmes également. Donc, on simplifie et après, on regarde avec ce qui nous reste, comment on peut traiter nos problématiques. Alors, vous savez tous le faire, hein, parce que je prends l'exemple du docteur. Bonjour docteur, j'ai un problème. Donc, si vous lui dites, docteur, j'ai mal à la tête et qu'il vous file une boîte de Doliprane, changez de médecin. Il est urgent de changer de médecin. Les étapes euh, pour régler un problème passent par les symptômes et aller chercher les causes, mais pas une solution sur un problème, mais sur une cause. D'accord. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'exemple du médecin, je le trouve assez excellent parce que, effectivement, et vous allez voir que le diagnostic, enfin les actions du médecin quand vous lui amenez un problème, quand vous avez une maladie, elles sont les mêmes. Euh, c'est- il va vous demander déjà des symptômes. Il va échanger avec vous pour savoir si la tête va bien, si le corps va bien. Et puis derrière, il fait quoi? Il vous fait faire des examens. Donc, il a besoin de savoir comment votre corps fonctionne, le cœur, la pression artérielle, peut-être un scan, peut-être des radios. Enfin, voilà. Il vous envoie faire des analyses et c'est à partir de ces analyses qu'il pourra déterminer les causes. Donc, vous verrez que je vous parlais du DMAIC, c'est exactement ce que fait un médecin. Et voilà, et on mettra toujours des solutions sur une cause. Retenez ça, c'est important. Donc, on va apprendre également à traiter nos problèmes au fil de l'eau, hein. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on ne les met pas de côté, ça ne sert à rien, on n'aura jamais le temps d'y revenir. On va systématiquement rechercher les causes et on va apprendre à aller chercher les causes. Pas se jeter tout de suite sur j'ai un problème et j'ai une solution.
Quand vous avez des entreprises multiples qui ont peut-être un même process, j'en vois beaucoup qui me disent, ah ben on a eu ce problème-là dans telle agence, on a mis ça en place, il faut mettre ça en place dans toutes les agences face au même problème. Ben non, parce que les causes peuvent être différentes. Et là aussi, c'est de trouver les solutions qui seront durables, adéquates et pertinentes, bien évidemment. Alors, quelquefois, euh, enfin, il y a deux orientations possibles hein, face à un problème. Soit on éradique complètement le problème, donc on éradique la cause et on n'aura plus jamais le problème. Soit on a des problèmes qui ne pourront pas, des causes qui ne pourront pas être supprimées. Je pense par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple aéronautique, un avion, ça risque toujours de tomber. Donc, on aura du mal de l'empêcher. Donc, on n'arrivera jamais à supprimer ce fait-là, sauf en petite aviation où maintenant on met des parachutes, hein, une solution qui est magique. Donc, néanmoins, on va tout faire pour maîtriser le fait que, bah, voilà, un bateau ne peut pas couler, un avion ne peut pas tomber. Les gains de traiter nos problèmes durablement, bah, c'est déjà d'apprendre. Alors, Pascal nous rejoint. Hop. Apprendre à traiter les problèmes, ça, c'est pas évident parce que c'est apprendre à aller chercher les causes systématiquement. Installer des solutions durables, c'est-à-dire que là aussi, la première solution, peut-être pas la plus idéale, hein, c'est ce qu'on appelle l'agilité ou de tester vos solutions. Ça aussi, c'est important. N'hésitez pas à tester des solutions. Bon, ça limite à 80%, ben, c'est déjà une première étape. Et puis continuer à travailler pour que justement on puisse avoir des solutions meilleures. Donc ça aussi, on le dit, on le répète en ligne, le meilleur moyen de trouver la bonne solution, ou la solution durable, ben, c'est de tester et de mettre des choses en place pour que ça ne revienne pas. Piloter avec les plans d'action dynamiques, hein, là aussi c'est du visuel, c'est le management visuel. On l'a toujours, enfin on l'a tous les matins en face et ça permet, comme son nom l'indique, hein, d'être dynamique. On est réactif. C'est-à-dire qu'on a un problème, euh, on l'affiche au mur et on en parle tous les jours. Il faut que ça avance. C'est un bon moyen de faire avancer nos actions correctives. Ça permet de réduire les temps de traitement, hein, 25%, c'est pas non négligeable, et puis de réduire 50% le nombre de problèmes. Traiter au fil de l'eau, ça c'est important, pas mettre de côté. Et puis, bah, voilà ce que je vous disais, hein, c'est soit on arrive à complètement supprimer un problème, soit ou la cause, ou soit on maîtrise pour éviter de retrouver le problème. Quelques outils que vous connaissez peut-être déjà. Donc, on a un exemple de bah, le planning, c'est du management visuel. Donc, quand vous faites réunion de charge de travail tous les matins devant le planning, ben, c'est parlant, c'est visuel. Hop, deuxième émission, ouais, deux personnes de plus. Tu prends les noms, Nathalie? Je prends les noms. Euh, ouais. On a le 5S. Alors 5S, moi je l'aime bien cet outil. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà eu l'occasion d'être confronté à l'outil. Et finalement, ça résume un peu l'ensemble de ce qu'est le Lean, hein, parce que ça va être un projet d'équipe, ça peut être un projet d'entreprise, et chacun va contribuer à faire en sorte que on traite nos problèmes au quotidien, on fait des mini-briefings, on fait des mini-management visuel, on traite au plus proche du terrain les problèmes, on essaye de mettre en place des standards de travail, et puis surtout, en dernier, on essaye de maintenir tout ça dans le temps. Et cet outil permet très bien. C'est un des premiers outils que j'ai installé dans les années 90 chez Air France Industrie. Air France Maintenance. Euh, et ça marche. Enfin, en plus, ça fédère parce que on réduit finalement les problèmes, on réduit
temps de déplacement réduit, et chacun y contribue, hein. C'est le tas de sable qu'on va éliminer ensemble. Donc voilà quelques exemples d'un management visuel sur les photos. Euh, c'est très, voilà, c'est très pratique, on ne cherche pas. Alors ça, on l'a beaucoup, les outils rangés, mais ça on le voit de plus en plus. À la fin d'une vacation de travail, ben, on sait si on n'a pas oublié un outil dans un moteur d'avion, par exemple. Pourquoi on avait mis ça en place dans l'aéronautique? Des questions à ce stade? Des remarques? N'hésitez pas, hein. Ça me parle en fait. Pour moi, enfin, c'est pas que je connais pas, hein, je connaissais pas Six Sigma, mais pour moi, c'est vraiment du pur bon sens. Ah Il bah il y en a qui ouais, c'est bon ça. sens paysan, hein. Ouais, 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 mais il y en a qui ne l'appliquent pas et je suis en train de comprendre plein de choses, pourquoi ça fonctionne pas chez nous, quoi. Bah ouais. Alors, les autres atouts, hein, parce que là, c'était une partie processus, mais la qualité de vie au travail va être améliorée parce que voilà, c'est finalement on transforme les acteurs de l'entreprise, hein, les salariés, non plus en spectateurs, hein. C'est plus, on passe d'un management un peu à l'ancienne qui était bonjour chef, on fait quoi chef aujourd'hui? Chef, j'ai un problème. Et le chef, c'était le point central incontournable. Aujourd'hui, c'est vraiment, on partage, c'est l'équipe. Et on doit avoir là aussi, parce on a créé, non, c'est un peu le monde du travail qui a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du participatif. Et un manager qui est inspirant arrivera à justement à fédérer son équipe autour de ce genre de projet, un mini-projet 5S, s'appeler à tout le monde. Chacun contribue, chacun écoute chacun, hein. On s'écoute également, ça c'est important. Et puis on est plus intelligent à plusieurs. Donc un manager qui sait mener son équipe de cette façon, c'est-à-dire que ouais, on a, on a des excellents résultats. Bon. Bah, tout ça, vous comprenez bien que on est humain, on n'est pas des robots, on passe pas du on au off comme ça du jour au lendemain. Donc ça nécessite de la formation, de l'accompagnement pour que ça soit les managers. Ah, j'ai un retour. Que ce soit les managers, les opérationnels, ça a besoin voilà, d'expliquer. On explique ce que l'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on doit le faire, etc. Est-ce qu'il y a des questions côté Lynn? Tout va bien? J'étais clair et limpide. N'hésitez pas, hein. On passe à la partie Six Sigma. Alors Six Sigma, là aussi, l'objectif, c'est de maîtriser la variabilité des processus. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut s'améliorer, il faut savoir se mesurer. C'est incontournable. Euh, j'ai beaucoup de problèmes, mais c'est quoi beaucoup? J'ai 10 problèmes ou 1500. Euh, j'ai une fuite d'eau. J'ai une grosse fuite d'eau. C'est 10 litres ou c'est 10 000 litres? Vous voyez que c'est beaucoup plus compréhensible quand j'exprime un chiffre. Et donc, c'est ce que l'on va faire sur les processus. Soit on a de la mesure, soit on n'en a pas. Mais une fois que nos process seront simplifiés, on pourra aller chercher les bons indicateurs. Qu'est-ce que l'on a besoin finalement comme indicateur, comme mesure pour maîtriser nos processus? Si je reviens sur euh, la pizzeria ou la boulangerie, au final, je veux connaître la satisfaction de mes clients. Mais pas que. Est-ce que j'ai répondu à leurs besoins en termes de cuisson? Est-ce que j'ai répondu en termes d'attente à la caisse, etc., etc. Donc tout ça, il faut le maîtriser, il faut mettre en place de la mesure sur le process. Je vous montrerai, j'ai un petit schéma tout à l'heure. Et puis c'est avec cette mesure qui
au démarrage, ben, on va récupérer, on va collecter pour pouvoir regarder si mon processus est stable ou pas. Ça va me permettre également d'identifier des causes, hein. C'est un bon moyen d'identifier les causes des problèmes. Et ça permet bien évidemment, une fois qu'on aura maîtrisé la variabilité de nos process, déjà la comprendre, hein, toujours cette histoire de comprendre, euh, comprendre les choses, et bien on réduira bien évidemment les coûts de non-qualité. Je vous parlais du DMAIC. DMAIC, donc c'est un guide, hein, en mode projet où finalement le point central c'est la mesure, hein. C'est finalement la phase define, c'est définir mon problème. Et c'est quoi mon problème? Et le seul bon moyen de définir un problème, bah, c'est de savoir mettre de la mesure. Si on sait mettre de la mesure, on saura faire de l'analyse. On parlait tout à l'heure en préambule des statistiques. Bah, c'est justement ces outils statistiques que l'on voit commence à voir en niveau Greenbelt avec la mise en forme finalement des données, hein, la mise en forme des mesures, avec des histogrammes, avec des courbes de Gauss, avec des choses comme ça, va nous permettre de comprendre le processus. Le comprendre, comprendre les problèmes, c'est pouvoir aller chercher les causes racines de ce problème. Une fois qu'on a les causes, ben derrière, ben, on va pouvoir mettre des solutions en face de ces causes. Là aussi, ne mettez pas des solutions et pensez que on a traité le problème, c'est bon, on peut passer à autre chose. Non, c'est de mettre également des, des alertes, des alarmes pour dire, ben, voilà, mon processus est bon aujourd'hui, mais est-ce que dans une semaine, un mois, 6 mois, il sera toujours bon? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir ce retour d'information permanente sur la moindre dérive de mon process? On va voir ça ensemble avec des choses qui en sont déjà vues pour certains. Voilà. Voilà, maîtriser la variabilité, hein, je reviens un peu sur le process, sur un processus. Vous avez, si je reprends le process du boulanger, par exemple, hein, les données d'entrée, les X que je vous ai modélisés ici, ça va être les ingrédients, ça va être pouvoir fabriquer du pain, il me faut des ingrédients, il me faut également du matériel, etc. Donc, ces X d'entrée vont être nécessaires pour pouvoir réaliser mon Y en sortie, hein, ma baguette de pain. D'accord. Et entre les deux, bah, j'ai mon processus, hein, de transformation, finalement, de mes données d'entrée en données de sortie. Et c'est comme ça également que je vous ai mis VA, valeur ajoutée, que l'on va vérifier que le processus donne une valeur ajoutée. C'est évident que le boulanger qui pétrit le pain le matin et qui vous vend une baguette pour midi, il y a une valeur ajoutée. Mais réellement, une fois qu'on descend en sous-processus et en étape, on va vérifier que à chaque étape, que mes données d'entrée aient bien une transformation physique ou une transformation d'état. Vous verrez ça en détail quand vous ferez des formations. S'il y a transformation, il y a valeur ajoutée. Si je n'ai pas transformation, je n'ai pas de valeur ajoutée. Et c'est là où on va détecter également, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gaspillages. Et c'est généralement en interétape qu'on va trouver les plus gros gaspillages. Les temps d'attente. Pourquoi la pièce ou pourquoi le dossier il attend depuis une semaine ou 15 jours sur une étagère. On ne sait pas pourquoi. Mais parce que finalement, l'interétape, là, si c'est deux services différents, bah, ce qui se passe au milieu, c'est de la responsabilité de personne. Donc personne ne sait que le dossier, ça fait 15 jours qu'il est sur l'étagère et on le fait avancer quand le client appelle en disant c'est quoi ce bazar? Ça fait 15 jours que j'attends une réponse. Et donc, je reviens sur modéliser un processus, vous permet d'aller voir là où ça fait mal. Et donc, c'est avec cette modélisation de processus, et plus vous allez descendre à l'étape la plus fine, c'est là où vous allez trouver finalement les problèmes et trouver également la mesure que l'on a besoin. Si je prends l'étape de la boulangerie au niveau de la cuisson, ben, pour maîtriser la cuisson d'une baguette,
Surtout que là, ça va être compliqué parce que il y a des clients qui veulent des baguettes blanches, il y en a qui veulent des baguettes bien cuites. Eh bien, le boulanger, il a des outils à sa disposition. Il a le temps de cuisson, il a la température du four, et puis il a son œil et son expertise pour dire, ben voilà, là, il y a une baguette blanche, je peux la sortir. Là, je la laisse un peu plus pour les clients qui veulent une baguette un peu plus cuite. Et donc, et c'est comme ça qu'on va déterminer finalement les mesures que l'on a besoin. On appelle ça les indicateurs. Là aussi, vous verrez qu'il y a deux types d'indicateurs, et pas plus, hein. Il y a les indicateurs de pilotage. Ça va piloter étape après étape et un indicateur de résultat. Donc, d'où la nécessité de trouver, de ne pas mettre des indicateurs comme je vois trop souvent dans les entreprises, on affiche plein les murs, ils servent à personne et on les met à jour quand on a un audit annuel. Donc, ce qu'on cherche à faire avec le Lean, c'est vraiment d'aller chercher. Et on demande aux opérateurs, mais qu'est-ce que tu as besoin finalement pour bien fonctionner, pour maîtriser la charge quotidienne? Ça peut être compter le nombre de colis, compter le nombre de dossiers, combien de temps on met sur un dossier, etc. En Six Sigma, alors là, on va rentrer un peu dans la statistique. Euh, voilà ce que l'on fait une fois qu'on a un process. Hein, si je sais pas, là, je prends un exemple, je fabrique des manches à balai. Ben, j'ai deux mesures pour contrôler mes manches à balai, c'est le diamètre et la longueur. D'accord. Ben, je vais, dans un premier temps, hein, fabriquer mes manches à balai, récupérer ces données de diamètre et de longueur, et je vais là aussi les modéliser pour les comprendre. Et vous allez comprendre. Si je vous donne un fichier Excel avec 5000 lignes et une centaine de colonnes, je vous dis, ben voilà les chiffres de la production, est-ce qu'on est bon ou pas? En l'état, je vous vois mal me donner Vous avez le week-end, hein, bien évidemment. Mais en l'état, je ne vois pas comment vous allez pouvoir me dire on a une bonne production ou pas. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, on le fait naturellement, c'est qu'on va aller chercher des histogrammes. Eh ben, on va faire la même chose. Là, en Six Sigma, on modélise, c'est-à-dire qu'on regroupe sous forme d'histogrammes nos valeurs. Et puis, ben, ça va me donner une belle courbe de Gauss, hein, comme l'étape suivante. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai un bug? Non, pardon. J'ai un peu d'inertie. Voilà. Donc ici, je vous ai modélisé pour le coup mes valeurs qui sont ordonnées sous forme de courbe de Gauss, c'est-à-dire que j'ai un minimum, j'ai un maximum et j'ai une grosse moyenne au milieu, hein. C'est là où, si je reprends mes manches à balai, je vais avoir un nombre majeur de manches à balai qui auront la même valeur. Et en rouge, je vous ai modélisé finalement ce que souhaite le client ou une valeur de tolérance mini, maxi. Et ce que vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez ma flèche, dans la zone blanche, c'est finalement ce que veut le client. C'est mes deux poteaux de rugby là, où ben, tout ce qui va être en blanc va être vendable, va être acheté par le client. Tout ce qui est en amont, c'est à côté, partie gauche ou la partie droite, ça, je ne vais pas le vendre parce que c'est hors tolérance. C'est, le client ne m'achète pas ça. Donc, quand c'est en valeur mini, à la partie gauche du graphe, ben ça, c'est rebut, hein, c'est invendable, c'est des diamètres qui sont trop petits. Quand c'est des diamètres un peu plus gros, là, au diamètre ou longueur, je peux toujours recouper pour. Mais quand on parle de retouche, là, on remet de la main-d'œuvre, donc le prix de vente n'est pas le même, quoi. Le prix, comme de toute façon, je vais le vendre au même prix que le restant, ben, c'est de la perte pour l'entreprise. Cette courbe qui caractérise pardon, la production, voilà, on va faire un comparo finalement entre ma production, ce que mon processus crash, hein, les temps de dossier, les temps de cuisson, les temps d'attente, tout ce que vous voulez,
Euh, et je vais regarder comment est répartie finalement toutes ces données, hein, toute la population de ces données. Et je vais la comparer avec les besoins de mon client. Et là, on va parler de capabilité. Capabilité processus, c'est ce que euh, mon processus est capable de, euh, de produire correctement. Et on a deux éléments de réponse parce qu'on a de la mesure, parce qu'on a modélisé sous forme de courbe de Gauss, mais il y a d'autres modélisations, hein. Et pourquoi, et là vous allez comprendre pourquoi on parle de Six Sigma. Euh, une courbe de Gauss en moyenne est là plus ou moins, je ne vous ai pas parlé d'écart type encore, hein, mais est-ce que j'ai le graphe qui me le montre en amont? Voilà, vous l'avez là ici. Euh, Cette courbe va représenter deux choses. Quand on vous parle d'une population, on a deux éléments, deux valeurs qui permettent de quantifier ou de définir une population. C'est la moyenne et l'écart. On vous parle très souvent de moyenne, très peu d'écart. L'écart type va modéliser finalement la dispersion autour de la moyenne. Plus on aura un écart type grand, plus on aura une courbe qui sera très large, très plate. Euh, et c'est le seul moyen qu'on ait aujourd'hui pour maîtriser, et c'est suffisant, hein, maîtriser notre population, notre production, c'est de regarder la moyenne et l'écart type. La moyenne étant la moyenne des valeurs et l'écart type étant la moyenne des écarts de chaque valeur par rapport à la moyenne. Je sais pas si c'était très clair. Euh, Mais finalement, on a une représentation de notre population qui est avec deux moyennes, et c'est largement suffisant. Quand, donc, quand on vous parle à la télévision, dans les médias d'une moyenne, on ne vous donne que 50% de l'information. Vous pouvez très bien, si je vous dis, je ne sais pas moi, les salaires chez EDF sont en moyenne à 10 000 euros, vous allez me dire, attends, c'est n'importe quoi. Il vous manque quand même l'écart type. D'accord. Et donc, ça va nous donner la répartition euh, qui n'est pas forcément gaussienne, hein. Là aussi, des fois, on a des surprises euh, sur le sujet. Donc là, je vous ai représenté, toujours avec mes deux... désolé. Voilà. Je vous ai représenté les deux barres, finalement, qui vont être les limites acceptables minimum et maximum. Et puis, je vous ai représenté ici une production sous forme de courbe de Gauss. Ici, sachant qu'on a, je vais y arriver, excusez-moi, je vais éviter de bouger la souris. Quand on a un CPK à 2, comme ici, là, CPK, je vais essayer de vous mettre la flèche, voilà, CPK à 2, ça veut dire que l'on peut rentrer euh, dans nos deux limites deux fois la courbe de Gauss, deux fois notre production. Pourquoi aller chercher ce résultat? Parce que il y a deux éléments qui sont importants pour maîtriser la prod, c'est la dispersion et le glissement par rapport au centrage. Centrage, là ici on a toutes les courbes qui sont parfaitement centrées. Sur le petit graphe ici, ben, vous avez un exemple de dispersion et de décalage par rapport au centre de mon objectif. C'est la cible, hein, c'est le point blanc sur une cible. Et puis, ben, j'ai des tolérances pour sortir de la cible, carrément. Ben, là, vous voyez que sur cet exemple, ben, tout ce qui est sorti du cadre là, du poteau, du limite supérieure, ben, c'est invendable. Je ne peux pas vendre. Ici, pareil. Ici, pareil. Là, je suis parfaitement centré, mais je suis dispersé. Donc, il va falloir, et c'est le but du Six Sigma, c'est de rapprocher,
de recentrer autour de la moyenne. Donc c'est pour ça qu'on parlait ici de CPK à 1, parce que, étant donné que la courbe de Gauss a plus ou moins à 97%, plus ou moins, c'est 3 sigma, ben là, on est juste capable. Aller chercher le Six Sigma, c'est aller chercher une capacité de 2, c'est-à-dire qu'on est capable de rentrer 2 fois la production dans les limites. Et là, on est à l'aise. Là, on est à l'aise. Par contre, pour arriver à ça, ben, qu'est-ce que je mets en place pour vérifier en permanence que je n'ai pas ni dérive au niveau du centrage, ni dérive au niveau de la, comment, la moyenne est d'écarté. Allez, quelques chiffres pour terminer. Allez chercher, vous avez une production d'1 million, je prends 1 million de manches à balai. Si vous êtes, si vous avez une production à 2 sigma, vous allez mettre à la poubelle 300 000 manches à balai. Allez chercher le 3, 4, 5, voire 6 sigma, vous voyez que aller chercher le Six Sigma, c'est je ne jette plus que 3,4 manches à balai. Bon, alors, ça coûte un peu d'argent d'aller chercher le Six Sigma. Je ne suis pas certain que pour des manches à balai, on ait besoin d'avoir une production à Six Sigma pour 1 million de manches à balai produits. Donc, si on est déjà à 4 ou 5 ou à 4, 5, c'est déjà pas mal. Et puis ici, quelques exemples. Vous êtes bon à 99%, vous êtes à peine à 4 sigma, mais c'est encore 15 minutes d'eau non potable par jour. C'est 5000 erreurs médicales par semaine. C'est pas d'électricité 3 heures par mois. Comprenez la nécessité d'aller chercher le Six Sigma pour certains métiers, certaines productions. Et là, de passer, alors, vous voyez, on passe de 99,9997. C'est plus que 7 courriers perdus par heure, même si c'est pas acceptable. C'est une seule minute d'eau impropre tous les 7 mois. C'est 1,7 erreurs, 1,7 erreurs médicales par semaine. 1 heure de coupure d'électricité tous les 34 ans. Je suis pas sûr que DF soit Six Sigma. Bon, après, il y a multiples causes au niveau des coupures, mais Sébastien pourra nous en parler. Et puis, là, je prenais l'exemple, hein, là, si on est à 4 sigma, pas tout à fait, on est à 2 atterrissages ratés dans les principaux aéroports par jour. Et puis ici, c'est un seul atterrissage manqué tous les 5 ans. Donc là aussi, nos compagnies aériennes, puisque c'est des chiffres que j'avais récupérés aux États-Unis, les compagnies aériennes, je pense qu'on a encore un peu de travail. Alors, pour la petite histoire, dans le spatial, euh, on va chercher du 7 voire 8 sigma. Après, on est au millionième de millimètre, hein, mais ça coûte tellement cher. Lancer une fusée, on ne peut pas en lancer tous les jours, donc faire des tests, c'est un peu compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin, mais on n'a pas jusqu'à demain matin. Avez-vous des questions à ce stade? N'hésitez pas. On est là pour y répondre. J'essaierai d'y répondre. Est-ce que ça a été clair comme présentation? Est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous comprenez mieux? Je N'hésitez me pas. je me rends compte que chez nous, il y a plein de process où ils essayent d'atteindre ça. Pour te Ouais, donner le chiffre du... Nous, on a des indices, hein, sur les heures de coupure au national. oui. Le- sur un an, c'est maximum 21 minutes de coupure au national, tout confondu. Ouais, ouais. Donc, Même ouais, alors, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les causes également de ces coupures, parce que quand c'est des causes météo, typiquement, aller mettre, tu peux faire du Six Sigma, ça va être compliqué de, la bah, cause, on la connaît, mais de mettre quelque chose qui va corriger ça, pas évident. nous, on a des moyens de réalimentation, hein. On a 48 heures pour réalimenter
90% de la population en Ouais. 48 heures. Euh, nos chiffres sont sur incidents moindres. Dès qu'on prend une tempête, type la tempête qu'il y a eu en Bretagne, Oui. on les sort des stats, sinon ça nous plomberait. Bah, Ça nous, voilà. ça nous plomberait. Donc des gros événements type tempête, les grosses tempêtes qu'on a chaque année, hein, on les sort des stats. Ça veut dire qu'on a quand même, au fonctionnement normal, sans les gros intempéries, 21 minutes de coupure. Donc, on a mis en place des choses pour réalimenter. À partir du Ouais. moment où c'est réalimenté, même si c'est en provisoire, Ouais. les gens de l'électricité peuvent travailler, un industriel il peut travailler. Ouais. Bah, c'est un peu, si tu veux, c'est une action corrective rapide que tu mets en œuvre pour réalimenter tes clients. Néanmoins, ça c'est une chose, hein, c'est une première solution. Mais la meilleure des solutions, c'est d'aller identifier les causes qui ont généré une coupure. Alors, ça peut être matériel, ça peut être humain, ça peut être. Enfin, il y a plein de raisons. Or, tout ce qui est événement naturel, parce que ben, on n'a pas de maîtrise là-dessus. Tu ne vas pas pouvoir arrêter un orage. Tu peux le prévoir, mais comment tu vas pas non plus. Je pense aux poteaux électriques ou je pense aux transformateurs qui se prennent des coups de foudre. C'est difficile d'anticiper, de prévoir. Donc, effectivement, et ça, vous n'avez pas trop le choix de dire bah, on met une réalimentation en moins de 48 heures hein, pour satisfaire nos clients. Et puis derrière, bah, on essaye d'aller chercher des causes. Ça- je pense que c'est un travail que vous faites, hein. Alors, c'est les plus grosses causes, forcément, c'est la météo. Ouais. On a corrigé les problèmes d'usure matérielle, on a corrigé les incompétences, on a corrigé. Ouais, parce que les incompétences, ça coûte aussi. Quand quelqu'un fait une Oui. connerie, Ah ben oui. tu te le payes 10 fois le temps, quoi. Ouais. Notre plus gros ennemi, c'est la météo. Quand, Ouais. c'est pour ça qu'on a mis des process depuis la grosse tempête de 2000. On a Oui. mis en place ce qu'on appelle la FIR, c'est la force d'intervention rapide. On a des kits de réalimentation, ce qu'on appelle des kits 4 heures et des Oui. kits 24 heures, 48 heures. Tout est pré-mobilisé et ils font du préventif, c'est-à-dire qu'on a nos alertes météo. À partir du moment où on passe des seuils de puissance météo, Oui. derrière, on va pré-mobiliser du matériel. D'accord. Cas concret pour la Bretagne, nous, on est parti sur place avant la tempête. Oui. On était déjà sur place quand ça a tapé. C'est du gain de transport, hein, parce que tu rapatries peut-être 1000 personnes, mais de toute la France en un seul endroit. Oui. Et avant, ben, on attendait que tout soit par terre pour commencer à charger les caisses Le à outils dans les matériel. camions. Ouais. Ben, maintenant, on prémobilise et il y a toute la logistique matérielle. Donc, on a des centres de livraison un peu partout en France qui ont des kits tempête et tout part. Et au point que des fois, on va se déplacer à l'autre bout de la France. On part, on ne sait pas où on va. Mais au moins, on se Oui. déplace vers la zone. Et au fur et à mesure, C'est en du gain de logistique temps. derrière, il y a des gens qui précalculent Ouais. C'est du tout gain ça, de quoi. temps pour Ah oui, oui. réalimenter Ah les oui. clients. Bah, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres marques? N'hésitez pas. Et puis sinon, je vais donner la parole à Nathalie qui va nous expliquer ce que l'on fait chez The Lean Six Sigma Company. Tu me dis pour les Yes. slides. Allez, Ouais, c'est parti. ça marche. Alors, donc The Lean Six Sigma Company est au départ une entreprise néerlandaise avec son siège social à Rotterdam. Et elle s'est déployée un peu partout dans le monde, comme vous pouvez le voir, avec une présence dans plus de 40 pays, dont la France et la Belgique, que nous représentons. Donc, si tu veux, tu peux changer Oui, de slide. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que du coup, pour les entreprises qui ont des filiales un peu partout dans le monde, en fait, on peut les suivre finalement à la fois auprès de leur siège et dans les filiales avec les mêmes méthodes de formation Lean Six Sigma. Donc là, en France et en Belgique, on est une équipe à peu près une dizaine de consultants. Donc, il y a des Master Black Belt, donc comme Philippe, Xavier ou encore Mathieu, des Black Belt et aussi une équipe administrative. Donc, du coup, on intervient donc, sur des formations interentreprises donc, qui sont en inscription libre, donc à la fois en France, à Paris, Toulouse, Lille, mais aussi en Belgique, donc à Bruxelles. Et on intervient aussi donc, dans des formations
intra-entreprise, spécifique et vraiment à la carte pour les entreprises. Et là, partout, on couvre toute la France et toute la Belgique. Donc, tu peux changer si tu veux de diapositive. Parfait. Donc, parmi nos services, donc déjà, bien sûr, la formation, les formations par rôle Six Sigma, Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, White Belt. Voilà. Aussi sponsor et champion. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et après, à côté, on fait aussi des ateliers, des workshops en fait, sur des outils spécifiques Lean Six Sigma. Par exemple, ça peut être un outil de sélection de projet, un atelier sur les 5S ou sur une value stream map. On accompagne dans ce cas nos clients spécifiquement sur ces ateliers. On peut aussi donc les aider dans le déploiement d'Lean Six Sigma avec un programme défini pour leur entreprise, spécifiquement adapté à leurs besoins. Et on va aussi aider leurs experts en fait à déployer. Donc, on va les soutenir via un accompagnement pour la mise en œuvre de Lean Six Sigma. Je te laisse continuer en changeant. Voilà, parfait. Donc, on a une approche qui est un peu différente de celle du marché, dans le sens où, bien sûr, on offre les standards de l'industrie, mais en plus, on est un des seuls organismes certifiés de façon multiple en ISO, avec l'ISO 18404 et l'ISO 13053. On est membre de l'association France Qualité Performance, dont Philippe est un des représentants notamment. Et surtout, on a un focus sur une formation dans la mise en pratique. Donc, vous allez avoir des fois des offres de formation Six Sigma qui sont uniquement théoriques. Vous aurez un certificat théorique. Mais pour nous, c'est vraiment important de vous apporter non seulement la théorie, mais aussi la pratique. Et donc, vous devez mener un projet dans votre entreprise et on vous coach. Donc, nos Master Black Belt, nos Black Belt vous coachent dans la mise en œuvre des outils de façon pratique. Pour pouvoir obtenir à la fin votre certification complète qui inclut cette certification pratique. Et puis, ce qui est important pour nous, donc, c'est vraiment cette pratique et que vraiment les employés de l'entreprise vraiment aient l'acceptation de cette culture Lean Six Sigma, de ces outils Lean Six Sigma pour que ce soit ancré. Voilà, on n'est pas des consultants qui vont, par exemple, venir dans votre entreprise faire le projet et on repart. Et puis, on va dire, les employés, ils ne savent pas mettre en pratique parce que on ne les a pas suffisamment coachés, accompagnés. Non, non, nous vraiment, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, quand on repart, les équipes continuent seules, mettent en œuvre elles seules de façon autonome des projets pratiques et fassent avancer cette culture Lean Six Sigma en interne. Donc voilà, on a, comme je vous l'ai dit, une approche qui est globale, mais qui est non seulement sur le Lean, mais aussi sur le Six Sigma. C'est complet. Alors que vous allez avoir certaines formations qui vont être dédiées uniquement en Lean ou uniquement Six Sigma. Là, nous, on vous apporte l'ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une formation aussi par module qui est modulaire et tous les modules sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, dans une formation Black Belt, vous allez avoir les modules de la formation Green Belt. Donc, vous pouvez aussi choisir de faire en plusieurs étapes tout au long de votre carrière l'évolution de votre parcours Lean Six Sigma en faisant par exemple d'abord la formation Green Belt et puis peut-être 1 an, 2 ans après, faire un upgrade de Green Belt vers Black Belt et vous ferez juste les jours complémentaires. Donc, à la place de faire une formation Black Belt, par exemple, industrie de 10 jours, vous ne ferez que les 4 jours en plus parce que vous aurez déjà fait dans votre parcours les 6 jours de formation Green Belt au préalable. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant et vous pouvez donc faire toute votre progression avec The Lean Six Sigma Company et le même état d'esprit en termes de formation. Et ce qui est vraiment aussi important pour nous, c'est de former les jeunes. Et donc, on collabore avec les universités. Voilà, on leur fait des modules dans le cadre de leur master. Et c'est vraiment pour déployer la démarche de façon pérenne. Alors, c'est bon, tu peux changer. C'est tout.
Alors, les niveaux de formation, bah, en fait, ils s'inspirent totalement des ceintures des arts martiaux, hein, du judo, du karaté, avec blanc, jaune, orange, vert, voilà. Rouge, vert. Et donc là, nous, donc, en white belt, la formation de base, vous allez avoir les basiques des fondamentaux du Lean Six Sigma, quels sont les rôles, quelle est la philosophie du Lean Six Sigma. C'est vraiment une formation de base. Celle-là, elle est gratuite sur notre site internet si vous voulez la faire et avoir déjà un premier certificat. Vous pouvez la faire en ligne assez facilement sur notre site internet. Ensuite, il y a la formation Yellow Belt. Donc là, déjà, on va former les Yellow Belt pour pouvoir participer à des projets. Donc, ils vont comprendre vraiment tout le langage des Green Belt, des Black Belt qui sont utilisés dans la méthodologie Six-Sigma. Ils vont pouvoir, du coup, être acteurs et participants dans un projet Green Belt, Black Belt. Donc, cette formation, on peut aussi la faire en ligne. On la propose en ligne, une formation de 2 jours, à peu près à votre rythme. Et sinon, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on propose une formation personnalisée pour l'entreprise en fonction de son niveau de maturité en intra-entreprise. Et donc là, ça peut être de 1 à 3 jours en fonction des objectifs de l'entreprise pour cette formation et de leur niveau de maturité. Ensuite, ben, il y a aussi, on offre quand même, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont vraiment focalisées sur l'amélioration au quotidien, mais qui n'ont pas forcément envie de faire des projets, on va dire, sur la plus long. Et dans ce cas, on a le Lean Practitioner et le Lean Leader qui sont vraiment axés uniquement sur le Lean et qui peuvent répondre à ce besoin-là. Mais dans ce cas-là, on ne parlera pas de Six Sigma dans ces 2 formations-là. Puis, ben, bien sûr, donc Green Belt, Black Belt qui combine à la fois Lean et Six Sigma dans une formation complète. Green Belt, donc pour pouvoir mener des projets, on va dire, les plus simples, les moins complexes, les Green Belt. Et on passera sur des projets Black Belt, là, plus complexes dans l'entreprise, qui demandent finalement beaucoup d'analyse de données, qui vont du coup nécessiter l'utilisation de Minitab, etc., des plans d'expérience, l'analyse du système de mesure. On va vraiment faire l'analyse plus poussée avec des statistiques. Et c'est des projets plus complexes qui vont peut-être être transversaux avec de nombreuses fonctions dans l'entreprise, qui vont avoir une dimension vraiment et plus d'impact dans l'entreprise. Et on a Black Belt Service, Black Belt Manufacturing. Donc, Black Belt Service, c'est plutôt pour des activités justement dans le domaine des services. Et Black Belt Manufacturing dans le domaine plus industriel. Et là, c'est vrai que il y a 2 jours de plus de formation qui sont vraiment axés sur le plan d'expérience, les plans d'expérience qui sont vraiment plus utilisés dans les domaines industriels, l'analyse du système de mesure et également les tests, vraiment le détail des tests statistiques dans Minitab. Voilà à peu près pour les niveaux de formation. Ensuite, nos points forts, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on on a une multiple certification ISO et on est un des seuls organismes qui a cette multiple certification. En plus, on est certifié Calliope, ce qui est très, très intéressant parce que ça peut permettre à vos entreprises de demander un financement via les OPCO, les opérateurs de compétences. Ce sont des organismes qui donc soutiennent et accompagnent les entreprises dans le développement de leurs compétences. Bonne nouvelle, depuis à peu près 1 an maintenant, on est certifié CPF, donc éligible, nos formations sont éligibles au financement via mon compte formation. Et notamment le Green Belt et la Black Belt. Donc, si vous allez sur vos comptes CPF, vous pourrez trouver nos formations et vous pouvez vous inscrire et utiliser vos droits pour financer tout ou partie de la formation. Donc, il faut savoir, quand vous inscrivez vers le CPF, vous pouvez aussi demander le financement du reste à charge par votre entreprise. Ça, c'est un accord avec votre entreprise. Vous financez vous-même sur le site pour compléter. Voilà. Et donc, nous, comme on a vraiment un objectif de développer la pratique et donc la certification en pratique, elle est inclue dans nos formations, forcément, vous allez pratiquer sur un projet et donc avoir directement un retour sur investissement
dans le cadre de votre formation. Voilà, donc parce que quand on fait le projet Lean Six Sigma, on améliore ou la productivité, la qualité, la satisfaction des clients, et ça génère des gains financiers tout de suite dès votre premier projet de mise en pratique. Voilà, est-ce que tu veux bien changer de diapositive? Voilà, donc là donc c'est un exemple, un imprimé écran d'une partie de notre site internet. Donc vous voyez qu'au niveau des onglets en haut, vous avez un onglet qui s'appelle Formation. Et donc là, normalement, quand vous êtes dessus, il y a un menu déroulant, vous allez avoir les formations Black Belt, formations Green Belt, etc. Et donc vous allez directement sur une des formations, vous allez voir la description de la formation, l'accès pour télécharger la brochure, mais aussi, du coup, cette partie-là qui vous dit où sont nos formations. Vous voyez, par exemple, là, c'est l'exemple de la formation Black Belt Industrie. Donc, on peut la faire en distanciel, vous pouvez la faire à Bruxelles, à Paris, à Lille ou à Toulouse. Et donc, on clique du coup sur s'inscrire et on sélectionne le lieu de la formation que l'on souhaite. Donc, ça, c'est notre prochaine formation. Elle démarre le 20 novembre. Donc, vous voyez, pour Black Belt Industrie, c'est 10 jours de formation. Donc, 2 jours la semaine du 20 novembre, donc 20-21. Puis ensuite, 2 jours la semaine suivante, 27-28 novembre. 2 jours la semaine suivante, 4-5 décembre. Et 11-12 décembre, puis 15 et 16 janvier. Donc voilà, entre le 20 novembre et début janvier, les différentes étapes de la formation se déroulent. Vous pouvez entre-temps commencer déjà votre projet dès qu'on commence à parler de la partie DMAIC, donc à partir du 27 novembre. Là, donc, les 20-21 novembre sont être dédiés sur le Lean. Puis à partir du 27 novembre, on parlera DMAIC, Six Sigma. Donc, on va vous apprendre la première partie qui est aussi la partie Define et vous pourrez du coup derrière commencer à faire votre projet de charter, etc. Donc, le projet il peut aussi se commencer un petit peu en parallèle de la formation au fur et à mesure. Comme ça, vous réfléchissez au fur et à mesure sur votre cas concret quand le formateur vous parle des outils, c'est vraiment concret. Si vous avez déjà une idée de projet. Donc voilà, pour là, c'est donc les formations, on va dire, en inscription libre. Et puis, sur la diapositive suivante, ah non, tu n'as pas mis du coup. Bon, alors on l'a pas mis, Alors, mais c'est pas grave. On a les... Dis-moi, Ah, laquelle tu on veux. a aussi le In Company. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour des formations In Company, donc intra-entreprise, là, il y avait, par exemple, il y a une slide où il y a des programmes types. On propose des programmes types de déploiement. Donc, dans l'idée, c'est on rencontre votre direction, on forme d'abord la direction sur Lean Six Sigma et ensuite, avec eux, on définit quelles sont les zones sur lesquelles on va lancer en priorité des projets. Et on va identifier sur ces zones-là quels seront les chefs de projet, les leaders à former, donc à former Green Belt, à former Green Belt, ou Lean Practitioner selon ce que vous voulez déployer, si c'est plutôt tout le Lean Six Sigma ou juste la partie Lean. Vous menez les projets, donc sur les 6 premiers mois, on lance et on mène la première vague de projets qui est la prioritaire pour l'entreprise. On fait le bilan. Et suite à cette vague-là, on définit où est la prochaine zone à traiter, où on veut déployer d'autres projets. Et on va faire une nouvelle vague de formation pour ces personnes-là. Et c'est comme ça que se fait le déploiement vague par vague dans une entreprise. Voilà. Et donc là, vous allez bien comprendre quand Philippe va expliquer le Total Improvement Framework, justement. Voilà, tout le déploiement et comment ça se passe au sein de l'entreprise à différents niveaux. Voilà. Oui. Bon, Donc en tout cas, après, on pourra... Oui, je t'en prie. On pourra en parler, n'hésitez pas à la fin ou après à me contacter directement par email. Je vais vous mettre mon email dans Oui, le chat. je l'ai mis à la fin, ouais. C'est Tu ça l'as que mis tu à la voulais. fin, super. Ouais, Oui, c'est c'était ça, mais c'est c'est pas ça. grave. Bon, Voilà, c'est ça. Mais Mais c'est pas grave. on Voilà, te- on a des plans on types comme verra. ça, avec des fois des offres complètes, voilà, comme Elite, Pro, Plus. Voilà, l'offre Elite, c'est vraiment le déploiement avec toutes les étapes de déploiement. Pro, il y aura qu'une partie des étapes. Ça dépend de votre besoin. Et ça, on fait un point avec vous si vous souhaitez le déployer dans votre entreprise et on vous fait une offre personnalisée. Voilà. Ouais. Alors, j'en profite, c'est pas forcément sur les slides, mais j'en parle. N'hésitez pas, on vient vous rencontrer dans les entreprises une demi-journée pour échanger avec vous. Alors, c'est gratuit.
pour voir un peu vos besoins et puis faire Mm. un rapide bilan avec vous Oui. comment on peut vous aider et de quelle façon, etc. Et justement, on vous représentera ce fameux Total Improvement Framework. En clair, c'est comment on va déployer dans l'ensemble de l'entreprise le Lean Six Sigma. C'est une fusée à 3 étages. Il y a le top management ici. Là, je reviens toujours à l'aérien finalement. Mm. On a le top management, comme l'expliquait Nathalie, on a des formations qui vont être très orientées finalement en support de- des formations Green Belt, Black Belt, hein. On a besoin d'avoir des managers au top management qui est capté euh, le- 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 l'essence même du Lean et du Six Sigma pour mieux vous accompagner. Parce que de toute façon, à un moment, on aura besoin de prendre des décisions, on aura besoin d'un peu d'argent, on aura besoin voilà. Et ben, c'est à eux de décider. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez lancer à votre niveau quelques améliorations, mais si vous voulez développer, il faut vraiment que le top management ait envie de le faire, ait compris l'intérêt pour lui, etc. Donc là aussi, le fait de vous rencontrer sur une demi-journée avec le big boss, hein, bien évidemment, nous permet de le convaincre que bah, lui, il doit être exemplaire sur bah, si on se lance dans ce genre de démarche, qui coûte un peu d'argent, hein, mais c'est de l'investissement, eh ben, il faut qu'on ait son sponsor, il faut qu'il vraiment il soit moteur sur le sujet. L'étape d'en dessous, c'est le middle management. Et là, c'est, j'allais dire, la partie un peu la plus difficile parce que c'est ceux qui sont entre le top management. Donc, il y a des orientations, il y a des décisions de prise. Eux doivent les transmettre pour les descendre sur le terrain. Et ben, quelquefois, ces managers d'étage moyen, un milieu, je préfère le terme milieu que moyen. Ben, soit ils ont peut-être pas toujours tout compris, soit ils ont peut-être pas toujours envie. Enfin, c'est compliqué quelquefois à ce stade. Ensuite, on descend sur le terrain et sur le terrain, généralement, ben, ça se passe bien parce que les gens ont envie qu'on traite leurs irritants, les gens ont envie qu'on traite leurs problèmes parce qu'ils en ont marre tous les matins d'avoir les mêmes soucis, les mêmes irritants, les mêmes problèmes. Je pense à l'informatique, je pense au temps d'attente pour récupérer un dossier, au temps d'attente pour récupérer des pièces détachées, des outillages, enfin, des choses comme ça. Et donc, ici, ce que l'on met en place avec le Lean Six Sigma, c'est ce que je vous ai dit en premier, un numéro un, c'est comment finalement arriver à mieux se comprendre en se parlant. Donc, il y a les briefings et il y a le management visuel. Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous mettre ici sur ce petit schéma. Et ça, je vous rappelle, ben, vous allez repartir avec, hein. Donc, vous l'aurez dans vos ordinateurs ou téléphones portables. Et ça ne fonctionnera bien que si tout le monde est impliqué. Donc le fait de faire des briefings dans les équipes, ensuite ce que j'ai appelé les inter-équipes, bah, c'est entre le terrain et puis le middle management, mais ça doit se parler également. Et puis dans les grosses entreprises, alors quelquefois avec deux niveaux, on en a assez. Et des grosses entreprises, ben, il y a le top management. Et le top management, c'est lui qui décide. Donc, là aussi, on a des outils qui permettent au top management de descendre de temps en temps, faire des briefings avec le terrain, faire des briefings avec interservices. Et puis on a modélisé ici, ben là, si vous avez c'est une belle entreprise bien organisée, vous avez toute une équipe pour vous aider avec des Master Black Belt, avec des Lean experts qui sont là pour vous accompagner, vous aider. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose, Nathalie, sur cette slide? Non, c'est bien. Je pense que tu as bien expliqué. Très bien. Mm. Bon, ici, c'est la même, mais avec d'un côté, vous avez à gauche toutes les formations regroupées, hein. On parlait de formations champions, sponsors, qui sont très orientées pour le top management, hein, pour les sensibiliser à c'est quoi le Lean, c'est quoi le Six Sigma et c'est quoi l'intérêt de lancer ça dans leur entreprise.
Ensuite, on a une partie de tout ce qui est Six Sigma et où on a l'habitude de parler en niveau green belt, enfin ceinture jaune, ceinture verte, ceinture noire, service, ceinture noire, industrie. Et puis les 4 formations orientées Lean avec pour des gens qui vont participer à un groupe de travail, par exemple, hein, une petite formation Lean Team Member est largement suffisante parce que on ne peut pas mettre des salariés, des opérateurs autour d'une table sans leur expliquer ce que l'on souhaite faire et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est important. Et puis, bon, on retrouve voilà, Lean Practitioner, Lean Leader et Lean Expert. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien cette slide parce que finalement, ici, on résume un peu ce qu'est l'amélioration continue dans une entreprise. Et ce qu'on a voulu modéliser, c'est en fonction de la complexité du problème, en fonction du temps de mise en œuvre, de réalisation. Vous avez un problème, quelquefois en 1 heure, c'est réglé. Et puis quelquefois, ben, il faut quelques mois. Eh bien, on a au regard hein, ces outils-là. Alors, le premier tableau d'amélioration, hein, c'est ce que je vous disais, le management visuel, c'est un tableau où vous allez collecter les problèmes, les irritants, et puis vous allez les piloter. Et vous allez les piloter dans votre service avec vos équipes. Le 5 je vous en ai parlé, c'est un petit programme que je trouve très sympa qui fédère l'équipe et puis qui fait avancer le schmilblick, quoi. Ça, c'est important. C'est un mini lean, voilà, un mini lean, pas facile à dire. Ensuite, on rentre dans de la standardisation de travail parce que si effectivement vous avez du turnover dans l'entreprise, vous avez beaucoup du turnover, hein, des gens qui bougent à l'interne, mais également des gens qui viennent de l'extérieur, c'est bien que tout le monde fasse la même chose. Et là, on se garantit d'avoir des process qui sont répétables et reproductibles. On a également des solutions d'événements Kaizen, c'est les ateliers, hein, on peut se bloquer une demi-journée, une journée, voire même, on a quelquefois des Kaizen qui s'établissent sur 4, 5 jours, parce que là, on va traiter en groupe un problème conséquent. On a besoin d'avoir une équipe autour de la table. Et vous voyez toujours en dessous les deux mesures, hein, ça va prendre un peu plus de temps. C'est un problème un peu plus complexe. Et puis, ça va nous prendre, là, pour le coup, un événement, ça peut prendre 5 jours. Et puis après, quand on commence à avoir des problématiques un peu complexes, hein, beaucoup même, donc on a d'autres outils comme le A3 Management, hein, c'est simplement une fiche projet. Donc là, on est en mode projet, on n'est plus en gestion opérationnelle du quotidien, on est en mode projet. Eh bien, on va se projeter, il nous faut des équipes, il nous faut des experts, il nous faut un planning, il nous faut des actions, un plan d'action, etc. C'est pour ça que j'aime bien cette slide parce que ça résume finalement tout ce qu'on a dans une entreprise et les solutions qu'on peut mettre en place. Derrière, on voulait également avec Nathalie vous laisser cette slide parce que ça vous permet de dire, ben, OK, j'ai fait l'effort, je me suis formé, j'ai mené un projet, je veux être reconnu, sachant que une certification Lean, une certification Six Sigma, voire les deux, est reconnue à l'international. Vous allez partout dans n'importe quel pays, votre diplôme, votre certificat est reconnu planétairement. Ça, c'est intéressant. Et il y en a qui trouvent du boulot beaucoup plus facilement comme ça. Donc ici, on vous a mis les étapes finalement, et Nathalie vous en a parlé un peu tout à l'heure, pour arriver jusqu'à la certification. Vous avez fait la partie théorique, vous avez mené un projet accompagné pour vous mettre, pour vous aider à réaliser ce projet. Alors, et vous présentez tout ça dans une commission avec des black belts, avec un président de commission qui va vous dire, bon, OK, vous avez tout compris à la démarche, on vous valide un green belt, un black belt, un yellow belt. D'accord? Mais ça, c'était cette slide qui était perdue. Désolé, Nathalie. Pas de souci. Euh, on arrive à la fin de la présentation. Ça va être l'heure des questions
réponse. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non, il n'y a rien. Euh, alors, on- il y a, euh, il y a des personnes qui se sont connectées en cours. Alors, je vois, il y a CED, ou CED, CAD, CED, pardon. Il y a Pascal qui nous a rejoint également. Julien, lui, s'était connecté avant. Si on peut, il y a Cédric également, je vois, parce que j'ai pas tout le monde. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, là j'ai tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire où vous travaillez, quel rôle vous avez et pourquoi vous êtes venu assister à cette présentation? Et puis, bah, la cerise sur le gâteau, est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Voilà, avec Nathalie, est-ce qu'on a répondu à vos attentes pour cette présentation? Allez, Cède, je sais pas si je prononce bien. Euh, Tu remets ton micro et puis Vous m'entendez? oui, très bien. Oui. Bon, bonsoir à C'est tous. parti. Oui, je suis en doublon je suis aussi Cédric Iceman. Là. Je me suis connecté en cours de route avec mon PC pour avoir une meilleure image. Super. Pour ma part, je travaille à Toulouse dans une petite entreprise qui fait des compteurs d'eau. Oui, Donc, on est dans le domaine industriel. J'ai fait partie tour à tour des départements validation et industrialisation. Donc, vous voyez un petit peu l'intérêt que j'ai à suivre votre présentation. Comme je discutais avec Nathalie là, un petit peu par chat pendant la présentation, j'étais sur le point là, ces jours-ci de déclencher une formation Black Belt. Bon, je n'ai pas les autres certifications, mais beaucoup d'autres organismes proposent voilà, des formations Yellow, enfin, Green, Black, enfin, oui, des packages. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et puis je suis là grâce à mon ami Jonathan qui travaille au département qualité dans mon super. entreprise. Bon, est-ce que tu en sais un peu plus aujourd'hui sur le Ah oui, Lean oui, Six bon, Sigma? Bon, oui, après j'ai travaillé dans le passé chez Continental Automotive, donc je travaille dans les tests, donc oui, je connais ok. un petit peu tout ce que vous avez exposé, bien sûr, mais j'ai pas forcément, moi je cherche aussi une certification pour essayer d'évoluer dans ma carrière. Oui. Mais Voilà. c'est un bon outil. On est tous passés par là, hein. Et je connais personne aujourd'hui qui regrette d'avoir suivi ces cursus. Mm. C'est un vrai progrès en termes Mm. de management d'entreprise. Oui, Oui. et puis Euh, c'est très reconnu aussi, après aussi pour oui, évoluer professionnellement. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. Donc, si vous voulez faire, Cédric, la formation Black Belt, il n'y a pas de prérequis. Et d'autant Mhm. plus quand je vois votre profil, si vous avez déjà travaillé en industrialisation, en qualité, etc., je pense que c'est tout à fait adapté pour vous, en effet. Voilà. Vous pouvez y aller, je pense, en effet, sans doute, parce que j'ai beaucoup de questions souvent. Est-ce qu'il faut que je fasse d'abord la green belt, après la black belt, etc. Chez nous, il n'y a pas cette obligation du tout. Et comme je vous dis, c'est modulaire et le ouais. green belt est intégré dans le black belt. Donc, vous allez de toute façon suivre les cours d'abord green belt et puis vous allez compléter Mm. avec les jours supplémentaires black belt. Mm. Ouais, c'est ce qui m'a été dit par les précédents organismes que j'ai approchés. Je préciserai un petit peu plus tard mes questions parce qu'on rentrera en contact plus précisément, mais Oui. euh, voilà, moi, mes questions, c'est lié à l'entreprise parce que l'entreprise dans laquelle on est avec Jonathan, elle a des gros besoins de green, de yellow, de black belt. Et voilà, donc, je rentrerai D'accord. Aussi des questions plus dans le déploiement oui, dans potentiellement le aussi. déploiement et D'accord. les implications Mm. entre les certifications et les déploiements. Est-ce qu'il faut absolument un projet pour chaque étape, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et D'accord. Bon. n'hésite pas, hein, Cédric, ce que j'ai dit, c'est pas du vent. Alors si c'est Toulouse, c'est moi qui viendrai une demi-journée, échanger avec vous, échanger avec le patron. Enfin voilà, ça s'organise, mais Mhm. c'est, j'allais dire, voilà, nous on peut vous aider déjà à ce stade pour essayer de convaincre d'avancer sur le sujet.
Alors sur ce sujet, il y aura peut-être du travail, oui, effectivement, parce que le mindset Six Sigma, ils l'ont pas trop dans l'entreprise. Donc Déjà, voilà. si on arrive à mettre les petits outils du Lean, faire du 5S ou des choses comme ça, voilà, c'est un premier pas. Faut pas Mm. rêver, hein, Mm. c'est pas du on-off, hein, on est humain, c'est Mm. gérer l'humain finalement, et d'arriver à convaincre. On n'est pas des robots, on ne programme pas à être meilleur le lendemain. Mm. Donc, ben, tout ça, c'est parce que on doit convaincre, on doit montrer que tout ça, ben, ça a de la valeur ajoutée. Merci en tout cas de ces précisions. Avec plaisir. Alors, en vrac, l'INAI, ton retour sur ce que tu viens de voir, tu viens d'entendre. Moi, je trouve ça très positif. Ça remet un peu tout le contexte et la méthode aussi. Après, je me vois pas le faire dans l'entreprise où je suis. Bon, c'est aussi pour ça que je quitte l'entreprise. Ouais, Parce qu'il n'y a pas forcément 5 ans que je demande ce type de formation et où il n'y a jamais eu de décision. Donc ouais, voilà, l'intervention en entreprise sera plus compliquée pour moi en fait. ouais. Ouais. Et pourtant, fabricant de semences, j'avais été aidé, former les gens alors c'était du côté au milieu de la France là. Donc il y a pas il y a pas finalement, même pour une entreprise de fabrication de semences, ben voilà, ça, c'est utile, c'est Ah oui, utile. oui, il y a un intérêt, hein, mais ça fait 3 ans qu'ils décident de savoir comment ils veulent faire. Ouais. Donc bon, voilà. Bon, Allez, alors, après, oui, oui, vas-y, ce qui est vas-y. bien, c'est qu'aujourd'hui, comme nos formations, elles sont aussi éligibles au CPF, vous pouvez aussi décider par vous-même, si Oui, vous avez des droits CPF, etc., de vous, voilà, Oui. négocier avec votre employeur au moins qui libère du temps et que vous puissiez vous inscrire, financer au moins une partie, voire ou tout, ça dépend quelle formation vous choisissez, mais avec vos droits CPF. Il y a aussi ça aujourd'hui qui est intéressant. Voilà, nous, ça fait 1 an qu'on est certifié pour être éligible au CPF. Et puis, on voit vraiment, il y a beaucoup de profils comme le vôtre qui sont dans cette situation-là aussi, en reconversion potentiellement, et qui passent par le CPF, des fois même qui ont une aide de France Travail dans le cadre de la oui, reconversion. oui, C'est des choses vraiment à étudier. Voilà, si vous souhaitez commencer un petit peu cette démarche, il y a peut-être aussi des solutions en parallèle. Voilà. Mm. Ouais. Mm. yes. Ensuite, je vais descendre. C'est Cédric, c'est ça? Il y a deux Cédric ou c'est le même? Ouais, C'est le même, c'est ça. C'est le même. Ok. c'est la Euh, c'est la rediffusion. ouais. Julien, ton retour. Je sais pas si tu t'es présenté. Oui, je pense, je sais Oui, je me plus. suis présenté tout à l'heure. Je me Oui, suis présenté tout à l'heure. Effectivement, pour moi, c'est intéressant, hein, la démarche Lean Six Sigma. En fait, je faisais du Lean Six Sigma sans le savoir, hein, ah bah oui. pendant 1 an, Oui, et on avait des problèmes de déploiement. Moi, je suis sous-traitant. Enfin, je viens de terminer mon contrat. J'ai démissionné de mon contrat parce que pareil, j'étais un peu dans le même cas. Je demandais une formation Lean Six Sigma, ceinture jaune. ouais, Et pour la faire courte, hein, j'ai demandé plusieurs fois, je l'ai jamais eu, donc et puis d'autres formations, donc je n'étais pas très content. Je vais pas citer la boîte dans laquelle j'étais, mais voilà. Mais pendant 1 an, j'ai fait du Lean Six Sigma vraiment sans le savoir, puisqu'on avait des ouais, problèmes de déploiement informatique dans une salle spécialement faite pour ça chez l'Avionneur, que tout le monde connaît ici à Toulouse. ouais, Et donc pendant 1 an, ben, on a fait de la data collection, on a récupéré des données. C'est moi qui ai organisé tous les tests avec nos collègues. On était trois dans l'équipe, et on a démontré les problèmes. On a démonté même le problème réel, et on a mis en avant les problèmes réseau, ouais, et qu'on supposait, en fait, qu'on soupçonnait, mais que personne n'arrivait à mettre en avant. ouais, Donc avec des tests et avec des data collection, on a démontré qu'il y avait un problème à tel endroit du réseau, et donc on a résolu le problème. Et donc suite à ça, ben, moi j'ai demandé une formation Lean Six Sigma, ceinture jaune. Donc j'ai passé ma ceinture blanche, donc je suis très content.
mais j'ai pas eu ma formation ceinture jaune. Donc ben là, pour tout vous dire, ben, j'ai démissionné de mon entreprise je l'ai gardé sur mon profil LinkedIn, mais j'ai démissionné de mon entreprise il y a 3 semaines Ouais. et je change de pays en fait. Je change de pays, je pars dans un autre pays, je pars en Suisse notamment, enfin je pars en Suisse pour être clair, mais je garde le Lean Six Sigma avec moi et pour l'appliquer dans des entreprises, on va dire, réceptives à ça, ou en tout cas qui seraient OK pour continuer à me former et à m'intégrer dans les projets Lean Six Sigma. Super. Mm. On te souhaite Donc, plein merci de beaucoup. réussite. Merci beaucoup. Mais pour dire que j'aime beaucoup la philosophie du Lean, c'est vraiment très intéressant et c'est presque un poème en fait. C'est presque des poèmes japonais. Puisqu'on utilise beaucoup les mots-clés Kaizen, Ouais, Kanban. Et c'est vrai que il y a un côté intéressant, même bien sûr dans la pratique, c'est très concret. Ranger les outils, nettoyer après chaque action, que ce soit tout le temps rangé, que ce soit propre. Et même dans la vie personnelle, c'est des outils super intéressants. Donc c'est une vraie philosophie, moi, qui me plaît beaucoup. Et c'est pas du chiquet, en fait. Mais voilà, ouais, j'aime bien cette philosophie-là. ouais. On Donc, parlait j'ai de- trouvé dans votre présentation ces éléments-là. on parle souvent de bon sens paysan, hein. Et puis, je dis souvent, mais tu as raison, hein, tu l'as constaté, la qualité, on en fait à la maison. Sauf qu'avec un management à l'ancienne, ben, on laissait le bon sens dans la voiture ou au vestiaire, et puis bonjour chef, on fait quoi chef aujourd'hui, quoi. Alors que aujourd'hui, ce qu'on essaye de pousser, c'est justement, on est plus intelligent à plusieurs. Une équipe, le manager, il est là pour l'idée, pour tirer tout le monde vers le haut et, j'allais dire tirer la quintessence de chacun pour faire un truc, une machine de guerre. C'est un peu la tortue, la tortue de guerre dans Astérix, hein. C'est tout le monde dans le même sens et tous coude à coude. Merci en tout cas de ce retour, Julien. Jonathan, si tu nous entends, Oui, oui, je vous entends. Du coup, ben moi, c'était à peu près l'idée que je m'en faisais, parce que c'est pas spécialement nouveau pour moi dans la mesure où ben, je suis en reprise d'études, où on me présente aussi ce qu'est le Lean Management. ouais, Maintenant, est-ce que je vais pousser jusqu'au Six Sigma? Ben, pour le moment, oui, oui, clairement. Je rejoins un peu le, ce que disait Julien par rapport à ses ambitions. Ben, ça rejoint carrément aussi les miennes. Donc, ça, moi, alors, peut-être prendre un chemin différent dans le sens où ben, dans la reprise d'études, je vais aller plutôt vers un master spécialisé où on va un peu nous former de façon sur la partie théorique. Après, j'espère, mon ambition, c'est de trouver ben, quelques entreprises pour ben, justement mener à bien des projets Black Belt. Bon, voilà, mon ambition, c'est vraiment d'aller sur du Black Belt et peut-être rejoindre un peu ce que vous faites avec Nathalie enfin avec Nathalie, dans le sens peut-être faire du consulting, un peu après quelques projets à mener dans diverses entreprises et voilà, être un peu plus indépendant au niveau de la carrière, quoi. Voilà. Donc de m'affilier à une entreprise. Pourquoi? Parce que comme le disait Cédric, aujourd'hui dans la nôtre, c'est plutôt un problème de mindset. Et puis je constate que par rapport aux témoignages qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est que c'est quand même un problème qui revient souvent, c'est le mindset de l'entreprise. Est-ce qui correspond? Il y a vraiment une volonté d'aller dans cette philosophie. Donc je préfère plutôt ben, essayer d'apporter on va dire, des solutions à des entreprises qui ont vraiment envie d'y aller plutôt que essayer entre guillemets, lutter contre une culture, etc. Voilà. ça marche. Merci en tout cas, ben, on te souhaite bonne continuation aussi sur le sujet. Et puis, ben, il me reste Pascal qui nous a rejoint. Pascal, Oui, bonsoir. bonsoir. Donc, ben, moi, je suis membre de la FQP depuis 2018, donc j'essaye de participer
dans la limite de mes disponibilités aux actions de l'association déjà. Donc, c'était relayé par la FQP. Et moi, en fait, je suis consultant et formateur, on va dire plutôt sur la dimension santé-sécurité au travail. Oui. Voilà, donc je travaille beaucoup sur améliorer les performances de l'entreprise et conjuguer les obligations, on va dire, et la performance avec une connotation sur l'attention et la concentration au travail. Voilà, où j'ai des spécialités, où je me suis formé avec l'INSERM. Oui. Et voilà, donc le Six Sigma, pourquoi je suis là? Ben, bon, déjà par soutien avec la FQP, ça c'est déjà un premier point. Et Bien. deuxièmement, parce que j'ai toujours la démarche très systémique dans mon approche et que voilà, plus mon champ de culture et de connaissances est large, et plus des fois les co-constructions avec le client peuvent être intéressantes. Voilà. Des fois, c'est pas forcément ma solution qui est la solution, mais ça peut être d'autres solutions qui existent et vers lesquelles je vais les aiguiller, les aiguiller. Voilà. Donc, le Lean Six Sigma, je connais un tout petit peu. Bah, de par mon cursus de formation, mais après, dans la partie qualité que j'ai pu faire, mais voilà. Donc, c'est toujours intéressant de ou rafraîchir des données ou les approfondir un peu. Voilà, j'ai pas de, je m'adresse, je vois la vignette de Nathalie, je m'adresse directement à Nathalie. J'ai pas de désir de formation en Mince! cours. C'est ce que j'allais te poser comme question, mais non. Non, 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 mais Non. j'ai trop d'autres sujets et je peux pas me disperser. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, le sujet c'est plus pour la culture et rester en lien avec le sujet et relayer le sujet, ben, si utile dans l'entreprise. Voilà. Super. D'accord, parfait. Euh, Seb, un retour sur ce que tu viens de voir et d'entendre, surtout. Alors, je me rends compte qu'en interne, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, qui sont mises en place. Mais je te dirais, chez nous, c'est 40 000 employés, donc j'imagine que c'est 40 000 façons de faire différentes, 40 000 caractères. Je vois bien qu'il y a des choses qui sont mises en place sur tout ce qui est process qualité, tout ce qui est satisfaction client, le RSE, ça me parle. Euh, je pense qu'on a des boucles courtes aussi d'amélioration, des irritants et tout ça. On a de l'innovation et je constate que ça avance pas, quoi. Donc, je sais pas d'où ça vient. On a toujours été dans la culture d'améliorer parce que on reste pas avec un caillou dans la godasse pendant des mois et des mois, hein. On arrive à régler des problèmes en sachant qu'on est national. C'est-à-dire qu'un problème à Lyon ou à Lille, on est capable de le résoudre pour tout le monde en même temps avec un mec qui a une idée au bout de la France. Ça va aider tout le monde. Mais je vois qu'on bute sur des problèmes. Je pense que c'est l'humain et que c'est juste des questions de volonté. Et surtout quand j'ai appris qu'il y avait un mec qui était qualifié chez nous, quoi, Six Sigma, je Ouais, me dis, je pensais que c'était ultra récent. Ben non, ça fait plus d'un an et à Perpignan, hein. Donc ouais. je me dis, mais il a toutes les billes en main pour nous améliorer le quotidien, pour nous virer des irritants. Les plus gros irritants, c'est les choses qui ne sont pas traitées. On fait remonter, hein, on fait Oui, remonter les problèmes, et à un moment, les gens ne font plus remonter parce qu'ils voient que ça c'est pas traité. ouais. Donc, quand on nous demande est-ce que tout va bien, on répond basiquement bah ouais, tout va bien. Mais ça fait 10 fois qu'on vous signale un problème et ça remonte, quoi. On fait bien notre boulot de remonter le problème, mais Bah, tu vois, il y a c'est un plein peu de. la slide que j'ai montrée sur les derniers. Là, c'est vraiment l'organisation de toute Ah l'entreprise. Il oui, faut que ça ah oui. fonctionne. Et quand tu as des multinationales ou multiterritoriales ou multidépartementales, il faut mettre des choses qui soient simples mais fonctionnelles en place. Pourtant, on est standardisé, c'est-à-dire que on a Ouais, les ouais, mêmes outils, les mêmes véhicules, les mêmes process, donc les mêmes problèmes, le même matériel qui casse, ben, on a les mêmes solutions. ouais. Mais Et, c'est un gros dinosaure, quoi. Pour bouger une patte, il faut six et mois. Et, enfin, tu l'auras bien compris, hein, c'est cette ah, dynamique qu'il faut instaurer. Sinon,
bah, tu ne mets pas une solution et puis non, c'est toute cette dynamique qui doit fonctionner et c'est un peu de boulot. Alors ça Est-ce avance parce qu'avant ouais, tout était centralisé, tu vois, ouais, tout partait de Paris. Et puis ils ont vraiment redonné la main en local, donc on arrive à tant avancer, mieux. mais Ouais, tant mieux. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou pas? Non, j'ai tout le monde Hum, s'est exprimé. Il est 9 heures, il est 21 heures. Si vous avez encore des remarques, des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis à 5-10 minutes. Euh, et puis sinon, bah, on vous a mis sur la dernière Oui, slide ici. si tu peux projeter peut-être nos adresses mail si ils veulent nous recontacter Bah, après. tu les vois pas? Tenter dessus. Ah oui, non, mais non, parce que j'étais sur ton. Comme on était en train de parler, j'étais Ah, sur les visages en gros, donc je te voyais en gros. Donc d'accord. non, ça y est, je suis sur. Alors là, je ne vois plus par contre, parce que là, tu as changé. Bouge Fin du pas. Là, diaporama. Voilà, parfait. Donc, bon, bah, vous avez le numéro de téléphone du standard, l'adresse info à Zonissima Compagnie, c'est l'adresse générique. Mais surtout, ce qui est important, c'est les deux adresses du bas, là, la mienne, donc ouais. nathalie@zonissimacompagnie.fr et celle de Philippe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. Comme ça, bah, on vous a vu, on connaît un petit peu votre profil et donc on ira rapidement à vous répondre plutôt que de repasser par le standard. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout, même juste pour une discussion personnalisée. Même s'il n'y a pas un besoin tout de suite de formation, mais si vous avez d'autres questions que vous préférez poser de façon individuelle, n'hésitez pas à nous recontacter. On peut faire un point personnalisé par la suite. Voilà. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de remarques. Ben, je tenais, moi, et puis je pense que Nathalie s'associe également, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre écoute, des échanges, et puis ben, au plaisir de vous revoir sur une prochaine dégustation ou voilà, en live dans vos entreprises. N'hésitez surtout pas. Euh, voilà, j'ai fait le tour. Nathalie, si tu as des choses Et ben à pareil, c'était un rajouter. plaisir. J'ai passé une bonne soirée avec vous là. Et donc voilà, n'hésitez pas par la suite. Et puis même autour de vous, s'il y a des collègues qui sont intéressés, vous n'hésitez pas à donner aussi nos adresses email directement et on peut répondre à leurs questions. Voilà, avec plaisir. Donc je vous souhaite une belle soirée aussi, une belle continuation.